Merci de nous suivre dès partout à travers le monde. Nous le disons toujours, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, une occasion pour analyser, pour commenter l'essentiel de l'actualité. Si vous avez raté un point chaud de l'actualité de la semaine, l'occasion vous est offerte pour vous rattraper. Nous recevons sur ces plateaux pour la première fois le professeur Floribert Moutiba, président Florimond Moutiba, président du conseil d'administration de la dépense, de l'Observatoire de la dépense publique, à qui nous disons bonjour professeur. Bonjour, bonjour. En tout cas, c'est un honneur pour nous et un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Mais si d'entrée des jeux, je peux poser une question de curiosité au professeur. Vous êtes professeur, comme je l'ai dit, mais aussi président du conseil d'administration de l'ODEP. De ces deux appellations, laquelle vous va mieux? D'abord, je voudrais quand même situer un peu l'opinion par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai été un des rares noirs à occuper un poste de directeur de l'Institut de formation de cadre pour le développement à Bruxelles pendant presque 15 ans, où j'ai assuré d'abord comme professeur d'économie de développement, d'analyse et d'évaluation des projets de développement, etc. Et c'est là où je me suis rencontré avec le professeur Moubaké, qui à ce moment-là lui aussi était à l'université de Louvain. Et quand j'ai décidé de rentrer ici, le professeur Moubaké, qui était déjà à la faculté de sciences économiques à l'université de Kinshasa, m'a demandé de faire le même type d'enseignement ici, avec les doyens de l'époque à la faculté de sciences économiques. Et donc, pendant plusieurs années, je dirais jusqu'en 2014, avant que je tombe malade, j'ai enseigné, j'ai participé à la mise en place du diplôme d'études approfondies à l'université de Kinshasa et j'ai enseigné toutes ces années-là. Et donc, la qualité des professeurs me convient très bien aussi. Mais ce que je préfère, c'est d'être le militant pro-démocratie, pro-gouvernance. C'est-à-dire? Parce que, vous savez, les professeurs d'université, il y a des vrais intellectuels, mais il y a des gens qui ont vraiment rendu de très mauvais services à ce pays, que ce soit sous Mobutu ou sous les autres présidents, et même aujourd'hui. Bon, derrière la casquette des professeurs, on veut se vendre. On se vend, même en fermant les yeux sur les mauvaises choses qui se passent. Alors que donc, c'est la rationalité, c'est la raison, c'est la science. Oui, mais le problème, c'est que parfois, on a cette rationalité, mais on n'a pas la conscience. On n'a pas l'amour du pays, on n'est pas un patriote. Alors, il ne faut pas se cacher derrière la qualité des professeurs pour dire que moi, je suis bien. Non, non, non. Moi, ce qui est important, c'est tu es intellectuel, tu es professeur, mais qu'est-ce que tu apportes à ton pays? Et c'est là où j'ai dit, nous avons apporté beaucoup dans la lutte pour améliorer la gouvernance, dans la lutte pour la transparence et la redevabilité et dans les finances publiques. Et tout le pays le sait. Tout le pays sait. C'est le travail de l'ODEP. Exactement, c'est le travail que nous avons abattu à l'ODEP. Je suis plus fier de ce travail-là que des cours que j'ai donnés ou en Europe ou ici, franchement. Si parmi des gens à qui j'ai donné cours, il y en a qui font des choses correctement, ça va. C'est la fierté. C'est la fierté, mais il y en a très peu. La plupart ont versé dans la corruption, dans le mal, quoi. Je ne vais pas citer des noms. Oui. J'ai eu des étudiants célèbres au DEA de l'université de Kinshasa. Parmi lesquels Matata Pogno, par exemple, en 2005. Oui, quand il était directeur général de la BSECO. Il a suivi mes cours de DEA à l'université de Kinshasa. Et il y en a d'autres. Merci beaucoup, professeur. Nous allons parler avec vous, nous allons aborder et analyser l'essentiel de l'actualité de la semaine. Nous attaquons déjà avec cette première sélection du vendredi 21 octobre. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamout. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamout. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamout, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamout cité. J'ai continué ma visite jusqu'à
Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus, ce que j'ai fait. Merci. Oui, professeur, là, vous venez de suivre le passage du numéro 1 de l'Église catholique, nous disons le cardinal Fridolin Ambongo, chez le Premier ministre, où il est parti présenter son rapport après sa tournée dans la partie du Grand Bandundu. Apparemment, l'Église catholique se mêle dans une crise maintenant où l'issue ne se voit pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que nous avons un gouvernement, nous avons un ministre de l'Intérieur qui normalement devait mettre tout en œuvre pour mettre fin à cette crise entre des frères. Oui, ce sont des frères. Nous sommes tous des Congolais. Bien sûr. Ce sont des frères. Ils sont en train de s'entretuer. C'est un problème qui doit être réglé le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce qu'il y a aussi d'autres aspects de ces problèmes. Est-ce que si le développement avait eu lieu dans ces espaces-là territoriaux, où les gens seraient en train de cultiver, d'élever, de pratiquer la petite industrie, etc., en amont, en aval de l'agriculture, etc. Vous pensez que vraiment il y aurait eu ce genre de... barbarie. Non, de barbarie, oui, c'est ça le mot. Parce que le problème, on peut délimiter calmement. Il n'y a personne qui pourra donc vouloir que le sang coule à partir du moment... Ceux que vous tuez sont vos clients. Quand on est dans un pays qui se développe, ce sont des clients. On peut calmement, dans la paix, voir quel est le problème, on le règle. Mais ici, vraiment, les sous-développements mental, les sous-développements tout court, la pauvreté et la misère, elle entraîne ça. Elle entraîne ce genre de... Ce sont des crises des sous-développements, ce sont des crises de la faim et de la misère. Qui font que on commence à regarder l'autre comme son ennemi, son ennemi, celui qui veut manger son pain, etc. On a vu en Europe, au moment où l'Europe avait besoin de la main-d'œuvre des Sénégalais ou d'autres, les Arabes, on les a fait venir. Et ensuite, quand la crise économique est venue, le chômage a commencé à battre son plein, etc. On a commencé à les voir comme c'était des ennemis, des gens qui viennent manger notre pain, etc. Et du coup, ça crée une véritable crise, la xénophobie, le racisme, etc., etc. Là où il y a la faim, même les deux frères du même père et mère peuvent s'entretuer pour se disputer un morceau de pain. Mais apparemment, les gouvernements n'arrivent pas à maîtriser la situation. Il y a autant d'initiatives, on a envoyé une force militaire, mais apparemment la situation n'est toujours pas sous contrôle. Mais à votre avis, les gouvernements maîtrisent quoi? Qu'est-ce que les gouvernements maîtrisent? Vous pouvez donner un secteur qu'ils maîtrisent? Mais ça doit être quoi la solution alors? La situation va perdurer comme ça. Ça doit être quoi selon vous? Non, que les gouvernements fassent quand même des efforts. Qu'ils fassent des efforts pour mettre à faire qu'il y ait la paix entre ces frères ennemis, qu'il y ait la paix, qu'on règle leurs problèmes, les problèmes pour lesquels c'est un problème de terre, mais qu'on les règle. Qu'on règle ces problèmes calmement. Et je pense que l'intervention du chef de l'Église catholique est une bonne chose. Moi, je pense que là où, tant que notre Église sera une Église au milieu du village,
elle pourra, comme la société civile d'ailleurs, régler les genres de problèmes que le gouvernement n'arrive pas à régler. Et là, moi, je félicite le cardinal pour son implication. C'est l'Église. Lui, il n'est l'Église ni de gauche ni de droite. Il est l'Église de tout le monde. Tu vois, c'est notre Église, c'est notre maison mère, hein, l'Église catholique. Et je pense que son implication est très bonne. C'est comme un père hein, qui va voir ses enfants et leur dit, bon voilà, calmez-vous, on va trouver une solution en famille, dans le Christ, etc. Je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose, c'est le souhait de tout Congolais de voir la paix régner, revenir dans cette partie du pays où les deux peuples s'entretuent. Espérons, comme l'a dit les professeurs, que cette intervention de l'Église catholique apportera solution. Suivons cette deuxième sélection du jeudi 20 octobre. Ils sont nombreux, ces députés nationaux qui ont dénoncé des graves irrégularités dans l'exécution du budget 2021. Mentingi Pouloulou s'est distingué dans ses révélations et observations. À la page 278 du document numéro 6, cette route se retrouve encore dans le budget de 2023. Dans le budget 2023, à la page 298, document numéro 6, cette fois-là, une prévision de 2 milliards 247 000 247 millions 281 846 francs congolais. Ce qui m'a choqué. Il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence de 18 milliards, papa, l'anda bien, hein? 18 milliards 565 millions 500 962 francs congolais sur un crédit de 29 millions 957 946 francs congolais. C'est-à-dire, on demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode d'urgence 18 milliards. Il paraît, ils ont aidé un soi-disant l'Union des consommateurs congolais. Moi, j'ai appelé le président de l'Union des consommateurs congolais. Je ne sais pas s'il est là. Je les ai appelés. Je connais cet organe. Non. Ils ont dit, ils sont surpris d'apprendre ça. Et voilà comment son intervention s'est clôturée. La route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais Mbongo Bimana 2021. Jeudi. Quand c'est au Monit. Jeudi, on lance les travaux. Mbongo Bima Balia. Soko lingi yaka toko kende. Le gouvernement a donc 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus. Affaire à suivre. Après l'atelier de réaction des élus lors du débat général sur le projet de loi de reddition des comptes de la loi de finances, exercice 2021, la vice-ministre de Finances, représentant son titulaire en mission officielle, est venu rencontrer les préoccupations des députés nationaux soulevées lors de la plénière du mardi 10 octobre dernier. Regroupant en 9 catégories, Oné John-Tsele, vice-ministre de Finances, a, avec un calme olympien, répondu aux différentes questions des élus du peuple allant de la problématique des dépassements de crédit alloués aux finances des projets à la non-exécution de certains projets ainsi qu'au détournement des rétrocessions allouées aux ETD et aux services déconcentrés. Qu'il nous soit permis de relever ici le caractère contraignant de certaines dépenses et la sensibilité de certains ministères. À titre illustratif, concernant le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, la guerre à l'Est a poussé le gouvernement à engager des dépenses qui n'étaient initialement pas prévues au budget de l'État. Quant aux préoccupations en rapport avec le dépassement des crédits alloués aux investissements et la non-réalisation des ouvrages, essayez de faire ici un distinguo entre l'exécution financière et l'exécution physique d'un projet qui, dans la plupart des cas, est pluriannuel. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever pour la route Kindele, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais
ainsi évoquées ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avaient été décaissés en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. Visiblement convaincus, la majorité des députés nationaux ayant pris part à cette plénière ont voté pour la réception de ce projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances exercice 2021. Envoyé à l'ECOFIN, la dite commission a 10 jours pour rendre son rapport à l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Les membres du gouvernement concernés par ce projet de loi sont tenus de participer aux travaux de la commission. Monsieur le Président, ici, l'ODEP se sent concerné parce que nous avons suivi 2 reportages. Je ne sais pas par lesquels commencer. Commencer par la révélation ou commencer par l'acceptation à la Chambre basse du projet de loi. Quelle lecture faites-vous de ces 2 reportages? Je ramasse les tout en même temps. D'abord, la dénonciation du député est une bonne chose. Ouais. Parce que, vous savez, depuis 4 ans, dans les différents rapports de l'ODEP, parce qu'aujourd'hui, c'est la reddition des comptes officielle, mais en janvier, l'ODEP a fait un rapport qui démontrait tout ce que les députés sont en train de dire là. En janvier, nous avons fait le rapport de l'exécution du budget de janvier à septembre 2021. C'est un rapport connu, nous l'avons sorti au mois de janvier. Nous l'avions déjà fait. Et en ce moment-là, lorsque la ministre parle de dépassement ou de paiement en mode d'urgence, elle cite des secteurs où on n'a presque rien à dire, parce que nous sommes en guerre. Elle cite la défense. Elle cite la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Encore que la gratuité de l'enseignement, il y a un budget prévu et qu'il faut suivre, et qui doit être donc payé en suivant la procédure de la chaîne de la dépense. Mais je vais vous donner un exemple pour voir s'il y a aussi urgence. En 2020, je vais revenir sur 2021, les budgets concernant la rémunération du chef de l'État prévu était de 181 000 dollars. Ça veut dire en moyenne 15 083 dollars par mois. En 2020. 2020. Mais il a exécuté 2 442 258 dollars. 2 millions à la place de 181 millions. Taux de dépassement 1349,39% de dépassement budgétaire. 2021, les prévisions sont de 161 000 dollars, 776,6 des prévus, toujours dans la moyenne de ces 15 000 par mois. Exécuté 1 291 656 dollars. Pourcentage de dépassement 798,91%. Est-ce que là aussi, il y a urgence? C'est pour ça que je dis, tout ce qui se passe, c'est un problème de l'exemple qui vient d'en haut. Dans les différentes interventions de l'ODEP, nous avons dit, le président doit être un modèle. Il doit vraiment donner l'exemple à tous les ordonnateurs autres. S'il ne le fait pas, eh bien, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes parce que ça va être la contagion. Tout le monde va faire les dépassements. Et quand nous avons fait le rapport de 2021, ce que nous avons présenté en janvier, les dépassements budgétaires étaient partout. Ils étaient à la primature, ils étaient au bureau des 2 assemblées, mais ils étaient même dans beaucoup de ministères, mais à souvent des postes, des lignes budgétaires comme qu'on appelle frais secrets de recherche, qu'on appelle frais spéciaux d'intervention, etc. En fait, qui sont des lignes budgétaires où l'on va puiser pour souvent faire n'importe quoi. Donc, voilà. Et là où on avait des dépassements parfois qui atteignaient les 500% dans ces lignes-là, qui n'ont rien d'urgent. Et c'est
allez, que va-t-on faire avec les frais secrets de recherche, je ne sais pas, au ministère de l'économie nationale ou au ministère ou de la culture, frais secrets de recherche de quoi? Au lieu d'alimenter les secteurs sensibles à la recherche. La mer, par exemple, ou la vraie recherche scientifique au ministère de la recherche scientifique, par exemple, ou les conseils nationaux de sécurité, ou la recherche au niveau de l'armée, et des choses comme ça. Mais vous allez trouver quand même à la présidence, il y a des frais secrets de recherche. Il y a des frais spéciaux d'intervention. À la primature, il y a des secrets de recherche, des frais spéciaux d'intervention. Et tous ces frais sont toujours en dépassement. Alors vous comprenez que nous pensons que, et souvent, tous ces frais, vous voyez les genres de paiements comme ça, en mode urgence. En mode d'urgence. Et cela est donc en violation même de la chaîne même de la dépense. Mais il y a de ces experts qui pensent que le dépassement budgétaire n'est pas une infraction. Attendez, les dépassements budgétaires, qu'est-ce qui se passe avec les dépassements budgétaires? C'est que lorsque des secteurs, les institutions par exemple, prennent plus que ce qui est prévu, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on prévoit les budgets de l'agriculture à 2 ou 3%, il n'est exécuté qu'à 0,5, 8. Ça veut dire que... Mais oui, mais dépouillé. Parce que quand vous venez, vous engagez votre dépense, vous arrivez au ministère du budget pour la liquidation, le ministère du budget regarde et il arbitre. Et il va préférer faire une dépense liée par exemple à la présidence de la République qu'une dépense liée à l'agriculture, ce qui est une erreur grave. Parce que le secteur agricole, c'est là où il y a le véritable, vraiment potentiel pour créer les emplois, pour créer les richesses, pour diversifier notre économie, etc. Vous savez, par exemple, le président de la République vient de faire un voyage à Londres. C'est un voyage privé, mais payé par l'État. Mais non, c'est et dans lequel il y a... Non, c'est une conférence programmée par le Financial Times. C'est un journal britannique, n'est-ce pas? Une conférence sur le développement de l'Afrique où il y avait des tables rondes qui étaient organisées, notamment sur les minerais stratégiques, le rôle de la société civile, et puis la transition écologique, etc. Donc il y a des tables rondes. Ce n'est même pas, à cette conférence, seul notre président était là. Il n'y avait aucun autre président africain, ni un premier ministre. Ouais. Ce n'était pas une conférence du niveau d'un chef d'État, n'est-ce pas? Mais il a mené avec lui, si les journalistes peuvent dire la vérité, eh bien, il dit qu'il y avait 80 personnes accompagner le président pour aller assister à une conférence. Alors 80 personnes, ça fait combien par personne? Billets d'avion, frais de séjour et d'hôtel. Hein? Un avion privé comme celui que lui a amené, ça coûte combien? Hein, pour aller les parquer seulement là. Hein. Et donc, vous voyez, tous ces aspects contribuent au dépassement régulier. Au-delà des salaires, ça fait partie des dépenses des institutions, n'est-ce pas? Moi, il serait intéressant que la Cour des comptes aille voir, examiner ça, parce que c'est un voyage privé. Il a été payé avec quel argent? Et pour quelle raison? Est-ce que c'était planifié dans le budget 2022? J'ai dit ça ne pouvait pas être planifié. Mais professeur, peut-être avant de tourner cette page de la loi sur la reddition des comptes, on se pose autant de questions. On a apprécié le travail abattu par la Cour des comptes, mais on finish, on assiste à des démonstrations équilibrées ou déséquilibrées au niveau de la Chambre basse du Parlement. À quoi servirait alors le travail de la Cour des comptes si la finalité restera celle-ci? Mais c'est une très très bonne question. Le problème de notre Chambre basse d'aujourd'hui nous ramène à quoi? Il nous ramène à la question des élections. Donc la crédibilité des élections. Vous avez une Chambre basse, d'abord qui a été nommée par Joseph Kabila, qui croyait bien faire, il pensait qu'il allait garder cette majorité, tout ça,
malheureusement pour lui, quelqu'un d'autre est venu la lui prendre de la manière que l'on connaît. Je ne veux pas ici entrer dans les détails pour savoir comment des députés comme Nembalemba, Papa Molière et autres ont démontré à la face du monde qu'ils avaient accepté la corruption pour pouvoir entrer à l'Union sacrée. Donc voilà. Alors nous nous trouvons avec un Parlement corrompu, et qui ne pourra jamais que dire oui à ce que le gouvernement fait. Ils soutiennent ce gouvernement. Et donc c'est là la raison pour laquelle nous devons avoir des élections transparentes, crédibles, libres et apaisées, pour que nous ayons des députés réellement élus qui vont défendre la population. Maintenant, c'est ça la question même des prochaines élections. Moi, je ne donnerai pas un mot d'ordre, mais je dis que chaque fois que chacun d'entre nous va aller à l'urne avec son bulletin, il devra penser à tout ça. Avant de voter, il devra penser à tout ça, tout ce qu'on vit. Espérons que ces souhaits sera transformé en réalité réelle, en réalité concrète en 2023. Ouais. Restons à l'Assemblée nationale avec cette sélection. Ouais. Silence pour que je donne les résultats du vote. Restez silencieux, s'il vous plaît, collègues. Voici, au vu du résultat du vote, la motion de défiance est rejetée. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, était devant les élus nationaux afin de présenter ses moyens de défense suite à la motion de défiance déposée par le député Anissé Babanga. Après l'intervention des différents députés nationaux, dont Délice Sanga, Jacques Njoli et Daniel Mbaou, qui ont fait bloc en dénonçant les irrégularités dans cette motion. Les ports illégaux ouverts, les difficultés de Congo Airways, le non-démarrage de Air Congo, l'absence des permis de conduire, l'opacité autour de Transacademia sont là les dossiers cités par les signataires de cette motion. Ainsi donc, Chérubin Okende reste dans le gouvernement Samalou Konde. S'il vous plaît. Après les événements à l'Assemblée nationale, là c'est le ministre des Transports qui est sauvé de justesse parce que tout le monde voyait déjà sa déchéance, mais des motions incidentielles surgissent pour qu'il soit sauvé, tiré de la tombe. Oui, mais c'est le problème de ces parlements. Parce que moi, j'ai aussi, l'ODEP a aussi un reproche à faire au ministre des Transports. Les dossiers Transco. Vous vous rappelez, à l'époque, l'ODEP avait déposé une dénonciation au parquet de Matete contre les dirigeants de l'époque des Transco, les DGAI, les DAF. Et à la suite de cette dénonciation, les magistrats de Matete ont fait très bien leur travail. Les DAF a été mappé, c'est-à-dire il y a eu donc une mise donc une arrestation provisoire. Et il m'a envoyé à Makala. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème parce que nous avions déposé plus de 130 pièces vraiment qui démontraient la culpabilité de ces gens-là. Mais à notre grande surprise, lorsque les nouveaux bus sont arrivés, nous avons vu le président de la République aller remettre les clés à ces gens-là. Ces mêmes personnes. Et ensuite, le ministre des Transports va créer une commission d'enquête. Au lieu de poursuivre les dossiers en justice, de renforcer les dossiers en justice qui étaient déjà avancés, non, il va créer une commission. Et comme vous le savez, dans des pays comme les nôtres, une commission, c'est pour... C'est en huis clos, voilà. Jamais publié. Et moi, j'ai été invité pour aller être entendu par la commission. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Les dossiers déjà au parquet, moi, je ne viendrai pas. Je ne suis pas allé. Et donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et puis, en fait, bon... On ne doit pas s'acharner que sur lui, il y a les autres. Parce que je pense qu'ici, c'est un acharnement politicien. Et lui, il vient d'un autre parti.
Lui, il vient d'ensemble. Oui. Eh bien voilà, si ensemble a des problèmes voilà, avec l'Union sacrée, exactement. Et c'est ça. Ça n'a rien d'un contrôle sérieux. Ça n'a rien d'un contrôle sérieux. C'est tout simplement, c'est un compte qu'on veut faire payer à Okende. On veut lui faire payer un compte. Et je ne suis pas sûr que si on faisait le point, même si moi j'ai des reproches à lui faire par rapport à Transco, mais je ne suis pas sûr qu'il soit le moins beau ministre de ces gouvernements. Quand on regarde comment les gens s'entretuent et qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui dort, qui ne fait rien, donc on devrait plutôt poser des questions au ministre de l'Intérieur, qu'à celui des transports, qui fait des choses quand même qui se voient, même si c'est à 20% ou 30%, ça se voit. Mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux, voilà. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette page rétrospective qui reçoit pour vous les présidents du conseil d'administration de l'ODEP. Et pour terminer, suivons ces 2 sélections combinées et on revient au plateau. La RDC tire le diable par la queue depuis son hospitalité au peuple tutsi rwandais en proie à un génocide sur son sol, dit Félix-Antoine Tshisekedi d'un temps lassé. Sur la scène du Summit Africa 2022 à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi dénonce l'implication de Kagame à l'insécurité dans l'est de son pays. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. C'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Au sommet de l'Afrique 2022, le chef de l'État a interpellé les décideurs du monde sur l'implication de préserver la paix dans une partie du bassin du Congo, le poumon mondial, aujourd'hui en proie à l'insécurité aux grandes dames de la communauté internationale. Il y a des groupes armés qui sont actifs dans le parc de Virunga, par exemple, et qui vivent en déboisant, qui vivent en tuant la faune et la flore, et personne ne fait d'effort pour ça. Je crois qu'il faut une prise de conscience internationale, collective. Il faut que tout le monde comprenne que les forêts sont certes celles de la République démocratique du Congo, on en a 60% de tout le bassin du Congo, mais que c'est un patrimoine mondial aujourd'hui. L'on note dans le chef du président congolais la décision de mettre Kagame au pied du mur pour que cesse l'insécurité à l'Est. Le Bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle, ainsi que les autres organisations de la société civile et mouvements citoyens, ont exploité avec intérêt les comptes rendus de la 67e réunion du Conseil de ministres du vendredi 14. 4 points ont été à l'ordre du jour, à savoir, à l'issue du débat qui s'en est suivi, les membres présents ont apprécié à juste titre le point qui avait été traité à l'ordre du jour et en ont fait les observations ci-après. Nous saluons les avancées significatives enregistrées par notre président de la République dans la mise en œuvre des accords bilatéraux signés avec les Émirats arabes unis lors de sa visite officielle à Abu Dhabi en octobre 2021. Concernant le minerai, nous appelons le ministre de Mines à doubler d'efforts pour le contrôle des statistiques de production. L'assiette fiscale est bien garnie ces derniers temps, mais la situation sociale du Congolais moyen reste toujours misérable. La réduction effective du train de vie des institutions qui bouffent presque la grande quantité d'argent du trésor public serait une solution sincère, pragmatique et courageuse. Du point de vue sécuritaire, la population veut vite voir les officiers nouvellement nommés à l'œuvre pour que sa sécurité soit assurée et que la partie du territoire national occupé, Bunagana, soit vite libérée. Les rapports sur l'évolution des opérations militaires ne sont pas satisfaisants
Souvent, ce sont les mêmes éléments avec changement de quelques mots parfois. La situation de l'Ituri reste toujours préoccupante avec plusieurs cas de mort signalés à Irumu. Enfin, nous demandons à notre gouvernement d'être un peu plus réaliste en limitant de promesses, engagements ou soit et s'atteler à réaliser le plus important. Monsieur le Président de l'ODEP, vous le disiez avant, le chef de l'État était en déplacement, mais là vous avez suivi, il a une fois de plus crié, il a une fois de plus dénoncé les silences qui caractérisent la communauté internationale par rapport à l'agression rwandaise. Donc, peu importe l'invitation, mais l'essentiel c'est de faire entendre la voix de la RDC. Mais ça, tu vois, faire entendre, il peut le faire même à partir du Mongaliama. Il n'a pas besoin de se déplacer là-bas pour aller faire entendre sa voix. Tous ces journaux-là, Financial Times et autres, peuvent être invités ici pour venir entendre un point de presse qui dirait ça. On n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Donc, il a raison quand il parle de la guerre au Rwanda. Mais allez, qu'il aille apporter sa consolation aux populations du Nord Kivu au lieu d'aller à Londres. Mais en même temps, qu'il fasse tout pour que la gabegie financière s'arrête. Parce qu'ici, quand on dit l'adage, l'argent c'est le nerf de la guerre. Chez nous, ce n'est même pas un adage, c'est la réalité. Nous avons une guerre de libération. Parce qu'il faut l'appeler comme ça. C'est une guerre de libération nationale. Nous devons libérer les territoires occupés par les Rwandais. Alors, pour ça, nous devons tout faire pour économiser tout ce que nous pouvons avoir comme moyen pour nous doter des armes, pour nous doter de tous les moyens nécessaires pour libérer notre territoire. Donc il est mieux que le chef de l'État dépense moins. Et lui, comme tous les gouvernements, tous ceux qui sont en train de faire des dépassements, les trains de vie des institutions qu'on prétend baisser, il n'a fait qu'exploser. Tous ces moyens doivent être économisés pour être mis à la disposition de la défense nationale, de la sécurité du territoire et même, je dirais, du développement de ces parties-là du pays. Parce que comme pour le Bandundu, la guerre à l'Est, c'est une guerre du sous-développement. C'est une guerre de la misère. Les jeunes gens là, si on avait fait le développement agricole, vous savez, l'agriculture à qui on donne 50 millions de dollars par an, l'exécution du budget de l'agriculture ne dépasse pas 50 millions, alors que l'exécution du seul budget de la présidence dépasse des 350 millions. Vous voyez, il y a une autre chose que je ne peux pas donc négliger. Les voyages de Londres, c'était entre autres aussi pour aller chercher des fonds des investisseurs. Nous avons à construire au Katanga une usine de fabrication de batteries à partir de notre cobalt. Avec plus ou moins 360 millions de dollars, je crois. Non, 39 millions. 39 millions de dollars. On a juste besoin de 39 millions de dollars. Alors, 39 millions de dollars, quand vous voyez les détournements de M. Kamere, 58 millions. Vous continuez à parler du détournement. Quand vous regardez maintenant Il a été acquitté. Pardon? Il a été acquitté, mais vous continuez non, il a détourné. Ça, ce sont des arrangements politiques. L'OTEP a dénoncé ces détournements-là. 58 millions de dollars. Où sont les maisons des militaires? Les préfabriqués. Ils sont où? Donc l'argent n'est toujours pas justifié ni récupéré. Mais on a besoin de 39 millions. Moi, je ne parle pas que de lui. Il y en a beaucoup d'autres. Ceux qui font des dépassements de 200, 300, 400%, on te donne un budget de 150 millions, toi tu dépenses 350. Mais ces 200 millions-là auraient pu servir à autre chose, à construire, cette usine de fabrication de batteries donc, au Katanga. Donc, en fin de compte, je dirais un voyage touristique, un voyage pour rien, des dépenses inutiles. N'est-ce pas? Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il y a un autre point d'actualité qu'on n'a pas évoqué à l'image. Si on peut en parler en une minute. Oui, tout à fait. Le numéro 1 de la Cour de cassation a souhaité renforcer la répression s'agissant de l'infraction relative à outrage du chef de l'État. Comment avez-vous reçu ce son qui est venu du numéro 1 de la plus haute institution judiciaire du pays? D'abord, je considère que la fonction de chef de l'État est une fonction qui doit être respectée.
Les critiques telles que celles que nous faisons, ça n'a rien d'offense. Nous critiquons ses pratiques, sa politique, et c'est ça que nous critiquons. Mais ceux qui vont au-delà, moi j'ai vu des images, c'est vrai, où c'était quand même un peu fort, hein, où sa personne, son épouse, etc., étaient mises en cause, hein, par des individus. J'ai dit que ça, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas une raison, puisqu'il y a déjà ce qu'il y a dans la loi, ce n'est pas une raison de vouloir museler davantage le peuple congolais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est une initiative anti-respect des droits à l'expression libre, à l'opinion libre. On veut faire davantage pour museler la population, pour museler la presse, pour museler la société civile. Et ça, c'est une mauvaise initiative. Très mauvaise initiative. Très mauvaise initiative. Ouais. C'est par cette note négative, selon le numéro 1, le président du conseil d'administration de l'ODEP, qui boucle cette page rétrospective de la semaine. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je l'ai dit au début, nous avons reçu le numéro 1, Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, à qui nous disons merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous qui avez suivi, qui avez choisi KIN 24. Restez branchés. Et la page rétrospective, c'est encore lundi à 6h30.